Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi. Alors vous avez vu Philippe Rossi, je suis à la place du mort, si je puis dire. Vous êtes côté passager, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est vrai. Je suis assis à la place de Cécile de Minibus. Ah oui, oui. Elle est toujours avec nous, elle n'est pas morte. Non. Sauf que vous avez fermé votre col assez haut. Oui, j'ai fermé mon col assez haut et bon, alors je bafouille moins qu'elle aussi. On l'embrasse, tiens, si elle nous écoute d'ailleurs. Hein, bisous à toi Cécile, et à demain matin. Allez, bonsoir à tous, les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny ce soir, directeur du réseau national Mission Emploi. Et vous, évidemment, Sud Radio vous donne la parole. 0826 300 300. Ça, c'est le numéro du standard de Sud Radio si vous désirez intervenir. Et on vous attend nombreux. 0826 300 300. Les vraies voix de l'emploi ce soir et le fameux monde d'après. Si l'on attend un discours historique du chef de l'État dans quelques semaines sur le monde d'après la crise sanitaire, probablement le 14 juillet, il est probable que le Covid-19 et le confinement va changer la vie des entreprises. Le monde du travail, les codes, les habitudes, qui aura évidemment des conséquences sur l'économie. C'est notre débat ce soir et cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. La crise sanitaire va-t-elle changer la vie des entreprises? Eh bien, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, le compte Facebook également. Oui ou non, je le disais, on vous donne la parole. 0826 300 300. On est impatient d'avoir votre avis ce soir, votre ressenti. Bonsoir Jérôme Laverny. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir Jérôme, vous n'êtes pas seul. Bienvenue sur Sud Radio. À vous Jean-Claude Raspienzès, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude, journaliste à La Croix. Alors on parle ensemble, vous Jean-Claude et Jérôme Laverny, on parle ensemble de l'après-Covid dans les entreprises, le monde du travail. On voulait faire avec vous un focus sur un métier, Jean-Claude, essentiel pour le bon fonctionnement du pays. Eh bien c'est le métier de routier, métier difficile. Les routiers en manque de reconnaissance, c'est ce que vous dites Jean-Claude Raspienzès? Oui, c'est ce que je dis dans un livre qui sort demain, qui s'appelle Routier, et qui raconte leur vie au jour le jour. Parce que je les ai accompagnés pendant presque un an à enquêter, à voyager avec eux, à les écouter. Et oui, c'est un métier difficile, c'est un métier qui est soumis à un maximum de contraintes. D'abord, par rapport au flux de la production, c'est eux la variable d'ajustement, si vous voulez, du flux tendu, c'est-à-dire que les stocks ne sont plus dans les entreprises, mais ils sont dans les camions, que le système économique a une autonomie qui tourne autour de 48 heures, donc tout est dans les camions et tout repose sur la flexibilité des routiers. Et on peut le dire d'ailleurs, et c'est ce que vous dites, pendant cette crise, la crise du Covid, le confinement, eh bien, le rôle des routiers a été plus que déterminant. Ben non seulement il a été déterminant, mais il a été totalement essentiel. C'est-à-dire qu'ils ont, d'une certaine façon, ravitaillé le front. C'est-à-dire que pendant la vraie crise du Covid, c'est-à-dire quand on était vraiment dedans, ils apportaient les matières essentielles, c'est-à-dire les médicaments et l'alimentation. Et ils n'étaient pas reconnus pour ce travail qui était essentiel. Et s'ils s'étaient arrêtés, tout se serait arrêté, mais c'est aussi le cas tout le temps. C'est-à-dire s'ils s'arrêtent, ils sont tellement essentiels et on ne le voit pas que s'ils s'arrêtent, tout s'arrête. Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, vous comprenez comment vous comprenez ce que dit Jean-Claude Raspienzès sur l'image du routier? C'est vrai que c'est assez paradoxal. C'est vrai que le routier, et Jean-Claude le disait, a un rôle déterminant. Si les routiers s'arrêtent, et c'est vrai, le pays est à l'arrêt. Et pour autant, de l'autre côté de la barque, eh bien, il y a cette image du routier qu'on ne prend pas au sérieux, qu'on fait travailler, excusez-moi l'expression, comme un chien, des heures et des heures. Est-ce que vous comprenez, Jérôme Laverny, j'ai envie de dire, ce paradoxe du routier, à la fois essentiel et à la fois, malheureusement, le routier qu'on dévalorise? Oui, tout à fait, 1000 fois. Et du reste, j'invite largement nos auditeurs à se jeter sur l'ouvrage de M. Raspienzès parce que en fait, il fait référence à cette cohorte de métiers qu'on a mis en exergue pendant la crise, en considérant que tout d'un coup, on découvrait, à l'instar des métiers des soignants, bien sûr, au premier chef, qu'ils étaient beaucoup plus importants qu'on ne les avait considérés jusqu'à présent. Et que précisément, cela faisait le métier de routier faisait aussi partie de ces métiers qui, depuis un certain nombre d'années, plusieurs dizaines d'années, ont été déconsidérés à ce point que on y orientait des gens ayant sans doute de mauvais résultats scolaires. En tout cas, on essayait de convaincre des gens qui en avaient de très bons de ne pas s'y orienter. Ça, c'est assurément. Et que, effectivement, c'est un métier qui est à la fois méconnu, ignoré et sans doute un petit peu méprisé. D'où le fait que, se rendant compte du caractère indispensable de l'activité, eh bien, on ira accrocher un terme qui vient à foison dans les bouches depuis un certain nombre de mois, celui de
sens du travail, où l'on a découvert, ou redécouvert plutôt, que sur le modèle d'autres métiers, eh bien, ne serait-ce que l'utilité qui ressortait pour toute la population de cette activité, eh bien, redonnait du sens au métier en lui-même. Alors Jean-Claude Raspien-Jass, puisque notre débat, vous l'avez compris, c'est l'après-Covid et qu'est-ce que ça va changer dans les entreprises. Si on prend donc le métier de routier, on en a parlé là pendant quelques minutes avec vous, comment on peut imaginer le métier de routier après la crise du Covid, après la crise sanitaire, dans quelques mois, quand peut-être Emmanuel Macron nous aura fait aussi ses annonces, si vraiment le monde d'après arrive. Est-ce que, Jean-Claude Raspien-Jass, vous imaginez un changement dans le métier de routier? Dans le métier de routier, je crains hélas que non. En revanche, ce qu'on peut espérer, ce qu'il faut pousser, c'est un changement d'attitude à leur égard. C'est une vraie considération. Or, ce qui s'est passé pendant la crise du Covid est quand même assez exemplaire, c'est-à-dire que on peut croire que c'est une parenthèse de reconnaissance. Et d'abord, il a fallu une quinzaine de jours avant qu'on s'aperçoive à quel point ils étaient essentiels. On a évidemment parlé des caissières, on a parlé de ceux qui étaient en première ligne, les soignants, les infirmières, tout ça. Mais eux, on les oubliait. Et il a fallu 15 jours pour qu'il y ait une parole officielle, pour dire, mais attendez, ils sont importants. Je vous rappelle que dans les 15 premiers jours, il faut bien se souvenir, parce qu'on va très vite oublier les choses, que le pays allait très très mal et on ne savait pas surtout comment on allait en sortir. Et vous aviez les professionnels de l'agroalimentaire et de la grande distribution qui disaient ne pillez pas les magasins, ne vous jetez pas dans les magasins, tout sera bien approvisionné. Mais il n'y avait pas de mots pour ceux qui apportaient ça. Ce qu'il faut que vous compreniez sur le monde d'après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a, puisqu'on parlait de la dévalorisation de ce métier, il y a une véritable pénurie très importante. Il y a un manque de chauffeurs. C'est-à-dire qu'avant la crise, et donc le chiffre n'aura pas bougé, il y a, en France, on manque de 40 000 chauffeurs. C'est vous dire que le déficit est considérable. Et en plus, ça se traduit par... les conducteurs sont de plus en plus vieux au volant et les jeunes n'arrivent pas derrière. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à remplacer si bien que le transport fait parfois appel à des retraités pour conduire des camions. Alors vous avez une série de fédérations de transporteurs qui aujourd'hui associent ses salariés, qui est réunie dans une association qui s'appelle le Monde du Transport Réuni et qui pendant 3 ans va faire une campagne de communication très importante pour essayer de recruter et de revaloriser en effet le sens de ce travail. Oui. Juste une dernière question à vous, Jérôme, et à vous, Jean-Claude Raspien-Jass. Bon, effectivement, on a bien compris que le métier de routier n'allait pas changer, mais la crise sanitaire va changer la façon dont les dirigeants vont se comporter, et on l'espère, la façon dont les patrons d'entreprise vont se comporter. Rien que par rapport à la considération déjà, on peut imaginer que l'après-Covid va changer le regard que l'on a sur les routiers. Il y a des professions aussi comme par exemple les caissières de supermarchés qu'on a découvert parce qu'elles se comportaient comme des héroïnes qui, pendant que nous on était confinés, eh bien, allaient nous permettre de faire des courses. Est-ce que vous pensez, Jérôme et Jean-Claude, que rien que juste le regard et le manque de considération, rien que juste ça, après la crise sanitaire, ça va réellement changer? Jérôme Laverny. Il faut espérer en tout cas effectivement que s'il existe un effet positif de cette crise, cela puisse concerner la revalorisation d'un certain nombre de métiers à l'aune de leur utilité pour la collectivité. Et en écho à ce qui revient comme étant une espérance d'un certain nombre de candidats, de demandeurs d'emploi au moment de se reconvertir, à savoir de servir à quelque chose, d'avoir un sens dans leur travail, y compris donc quitte à rebasculer sur des métiers qui effectivement jusqu'à une période assez récente ont été largement déconsidérés. En tout cas, je vous conseille de lire ce livre, le livre de Jean-Claude Raspien-Jass qui s'appelle Routier. Voilà, ils sont au cœur de nos vies, enquête exceptionnelle en immersion, dont Jean-Claude Raspien-Jass, routier journaliste à La Croix, qui était notre invité. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre notre débat. La crise sanitaire va-t-elle changer la vie des entreprises? On vous invite à voter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le 0826 300 300. On vient dans quelques instants avec Laurent Vimont, président de Century 21. La vie au sein de Century 21 a-t-elle changé depuis la crise du Covid? Eh bien, on posera la question à Laurent Vimont. À tout de suite. Et oui, les vraies voix de l'emploi sur Sud Radio avec Jérôme Laverny qui m'accompagne chaque mardi, directeur du réseau national Mission Emploi. Et notre invité ce soir, on est heureux de l'accueillir, c'est Laurent Vimont, président de Century 21, le groupe d'agences immobilières. Vous connaissez tous évidemment. Bonsoir Laurent Vimont.
Bonsoir. Bonsoir à vous Laurent, ravi de vous accueillir sur Sud Radio. Ensemble, on poursuit le débat. Vous l'avez écouté, cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. La crise sanitaire va-t-elle changer la vie des entreprises? Twitter, Facebook, pour le moment, c'est une majorité de oui. Nos auditeurs pensent qu'effectivement, la crise va peut-être changer quelque chose. Vous continuez à voter, évidemment, le 0826 300 300 si vous désirez intervenir à l'antenne. Laurent Vimont, tiens, une première question. Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé au sein de Century 21 ? Concrètement, déjà dans le fonctionnement de l'entreprise? On a peut-être appris à mieux communiquer, à faire des réunions plus courtes et à être moins indispensable physiquement dans les locaux. Mais sur l'activité immobilière, pour l'instant, rien n'a changé. Et on a découvert, entre autres, que la partie dite digitale qui devait révolutionner et faire disparaître certains acteurs dits physiques n'a pas eu le rôle escompté puisque les transactions sont arrêtées et que le digital n'est pas tout. Et ce qu'on a appris, c'est que la relation à l'autre dans ce métier qu'est l'immobilier, ça passe par la poignée de main, par le regard, et que la visite est un élément important et essentiel. Dit en synthèse, on va dire que le figital est une partie de la réponse sur l'évolution du métier. Alors c'est vrai que pour votre secteur, visiter un appartement de façon virtuelle, par exemple sur Zoom, c'est vrai que moi ça me paraît quand même assez compliqué. Avant d'acheter un appartement, on a besoin d'aller voir les pièces, de se sentir dedans. Mais mis à part ça, effectivement, j'imagine que vous avez testé le télétravail, c'est ce que vous nous dites, et que vous avez vu qu'en fait, en télétravail, les salariés étaient extrêmement productifs, que les réunions, ça se passait bien, et que finalement, en dehors des visites dans votre secteur, travailler à distance, c'était quelque chose qui était envisageable, en tout cas pour vous, pour Century 21. C'est possible, mais c'est quand même une solution intermédiaire qui n'est pas une solution à 100%. Il y a des métiers comme le métier de négociateur qui ne s'exercent pas en télétravail. En revanche, les métiers de graphiste, de designer ou de gens qui pilotent le site web se font en télétravail. Donc, je crois qu'il ne faut pas imaginer que c'est blanc ou que c'est noir, c'est gris entre les deux et que c'est pas la solution ultime ni une solution impossible. Certains postes sont possibles en télétravail et puis ce que j'ai observé au niveau du siège, c'est que les gens sont aussi extrêmement contents de revenir dans les bureaux et qu'ils ont aussi besoin de voir leurs collègues, d'échanger avec eux et que le plaisir d'être au bureau est quelque chose d'important. Alors Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, c'est vrai ce qu'a dit Laurent Vimont, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est un peu gris, c'est-à-dire que chaque corps de métier, chaque patron va piocher dans ce qui a plutôt bien marché, va rejeter ce qui n'est pas possible de faire. C'est comme ça que ça va se passer finalement après la crise sanitaire, Jérôme. Oui, et au-delà de l'intermédiaire entre noir et blanc, moi je dirais qu'il y a dans les propos de M. Vimont des choses très intéressantes. À une certaine époque, les banques avaient imaginé dématérialiser complètement l'accueil des clients et sur la vague de l'innovation technologique, de pouvoir tout faire de façon dématérialisée. Elles en sont vite revenues parce qu'en réalité, au-delà de la transaction en elle-même, retirer une carte ou je ne sais quoi, payer quelque chose, il y avait une certaine nécessité du contact humain. Une nécessité qu'on a retrouvée également dans les limites du télétravail. Et certains patrons ont dit au télétravail oui, mais dans une certaine mesure, à condition qu'il soit organisé et à condition qu'il ne soit surtout pas complet, mais relativement partiel, qu'il permette la continuité de ce contact humain. Il en va du télétravail, de l'accueil en agence bancaire, donc visiblement comme de ce lien, dans le cadre d'une négociation. C'est pas pour rien que M. Vimont appelle ses collaborateurs des négociateurs. Et Dieu sait combien le caractère humain qu'il ressort d'entre eux, et du reste, on accueillait la semaine dernière le patron d'un des groupes, Century 21, Paul Pereira, qui, au gré d'une action solidaire, avait démontré qu'il y a la nécessité de ce contact humain, naturel, qui va permettre une transaction et qui va la rendre plus confortable pour tout le monde. Laurent Vimont, est-ce que la façon de manager va évoluer après la crise sanitaire ? Ça, c'est une sacrée question. Nous, on pense qu'on l'a fait évoluer il y a déjà quelques années. Avec l'animation d'un réseau de franchise et que dans la franchise, il n'y a pas de lien hiérarchique. Et une des décisions qu'on a prises, elle consiste, quand on prend une décision, à se demander si elle est bonne pour nous et bonne pour nos partenaires. Et si à la question, une des réponses est non, on ne fait pas la chose parce qu'on sait qu'on ne pourra pas s'appuyer sur un lien hiérarchique pour imposer les choses. Donc il y a cette volonté de se demander si ce qu'on fait est bien pour tout le monde. Après, j'ai le sentiment que l'exigence et la bienveillance sont les deux piliers du management, que l'un s'appuie sur l'autre et que plus on est exigeant, plus on est bienveillant, plus on peut être exigeant. Et Dieu sait que je peux être bienveillant et que la confiance
confiance n'aide tout ça. Dans ce que je peux observer, mais c'est pas lié au confinement, c'est lié peut-être à l'arrivée du digital, je pense qu'il faut retrouver le droit à l'erreur, qu'il faut redonner aux gens le droit de se tromper. Pas de faire des fautes. Hein. Une erreur, c'est possible, 2 fois, c'est une faute. Et que ce droit à l'erreur, il faut non pas le cultiver, mais l'assumer. Moi, j'ai une théorie dans le management, c'est que si quelqu'un ne s'est jamais trompé, c'est qu'il n'a pas assez essayé. Donc ce droit à l'erreur qu'on n'a pas, même à l'école, on fait venir au tableau ceux qui sont mauvais pour les punir, pour les sanctionner. Il faut le réinstaurer dans l'entreprise et qu'ensuite, l'exigence, la bienveillance, faire le tour des bureaux le matin pour dire bonjour à chaque collaborateur, savoir comment il va, sont des choses qui sont peut-être tarte à la crème, mais qui fonctionnent pas si mal que ça. Moi, j'aurais une question Allez-y, Jérôme. Oui. J'ai une question pour Monsieur Vimon qui va permettre du reste. Il est d'usage de dire que quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que vous avez la sensation que après ce confinement, il y a une reprise notable de l'activité? Une deuxième question. On a vu perler dans la presse, une tendance d'un certain nombre de consommateurs en lien avec l'immobilier aux maisons, aux terrasses, aux maisons secondaires. Est-ce que vous avez senti que c'est une réelle perception du marché cette fois-ci, non pas de la ville d'entreprise Century 21? Alors, sur les perceptions, il est vrai que le confinement a généré des souffrances et que de nombreux Français qui étaient dans un appartement de 3 pièces à 4 ont souffert de la privation de liberté. On a observé sur le site century21france.fr un nombre important de requêtes, comme tout le monde, de maisons, de terrasses, de balcons, d'accès à quelque chose de différent permettant de vivre mieux ce confinement. Néanmoins, il faut rappeler une chose, c'est que l'intention n'est pas l'action et que déménager, c'est un projet qui est lourd. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que de nombreux projets tombent à l'eau et j'ai pris une image récemment qui est que, vous savez, le 1er janvier, on prend des résolutions et on s'inscrit à la salle de sport et puis au mois de juin, il y a plus d'abonnements que d'abonnés. C'est-à-dire que les bonnes résolutions sont tombées à l'eau et les habitudes dans la vie dure. Et puis, ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, c'est que la liberté ayant été retrouvée par les Français, ils n'ont plus besoin d'espace parce qu'ils les ont à côté de chez eux qui peuvent à nouveau sortir de chez eux. Donc, tous les projets, toutes les intentions ne seront pas des projets réalisés. Il y en aura quelques-uns. On a une vraie tendance avec des CSP+, qui reviennent sur des résidences secondaires. Pour le reste, j'ai le sentiment que 100% des intentions ne seront pas 100% et sur de projets réalisés. Sur Alors, en quelques secondes, Laurent Vimon, parce que malheureusement, on n'a plus le temps. C'est reparti comme en 14. Bon. Vous avez un double effet de gens qui avaient des projets reportés et de ceux qui sont nés par le confinement, qui font qu'il y a une grosse activité. Voilà. Merci à vous, merci Laurent Vimon, patron de Century 21, merci de nous avoir éclairé, d'avoir participé au débat et d'avoir témoigné sur la vie en entreprise et notamment celle de Century 21. La crise sanitaire va-t-elle changer la vie des entreprises? C'est la question qu'on vous pose. Votre avis au 0826 300 300 et vos votes sur les réseaux sociaux. On sera dans un instant avec le président du Cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi, et Jérôme Laverny, toujours avec nous. Je vous dis à tout de suite. Philippe Rossi. Allez, retour des vraies voix de l'emploi sur Sud Radio jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, toujours à mes côtés. Jérôme Laverny est directeur du réseau national Mission Emploi. Et notre débat ce soir, la crise sanitaire va-t-elle changer la vie des entreprises? Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. C'est toujours une large majorité de nos auditeurs qui croient à un changement au sein des entreprises, qui l'espèrent sans doute. 64% de nos auditeurs qui répondent oui à notre question. Évidemment, on poursuit le débat et surtout, on va accueillir notre invité, Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir à vous, Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Jean-Hervé, économiste, président du Cercle des économistes. Alors, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez écouté l'émission depuis 19h, Jean-Hervé, mais on a eu le patron Laurent Vimon de Century 21 qui nous expliquait comment l'après-Covid va changer quelques pratiques et va changer son entreprise, Century 21, même si déjà depuis quelques années, ils avaient déjà amélioré certaines choses et jeté à la poubelle d'autres choses. Mais vous, Jean-Hervé Lorenzi, est-ce que vous pensez sincèrement et objectivement que la vie en entreprise va indéniablement changer après la crise sanitaire? Oui et non. C'est-à-dire que le premier aspect, c'est que on va se trouver, excusez-moi d'être un peu pessimiste, mais peut-être un peu moins optimiste que tel ou tel, mais j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui avait été écrit, ce qui avait été dit précédemment, mais on va d'abord se trouver avec un énorme problème d'emploi dans le pays. Donc ça va changer, ça va sacrément changer
le climat social dans notre pays, donc dans les entreprises. Premier sujet. Deuxième sujet, il y a des secteurs qui vont peut-être pas disparaître, mais en tout cas être extraordinairement secoués. Ça veut dire d'abord et avant tout que la manière dont ils vont se développer sera profondément modifiée. Troisième aspect, tout ça pour dire quand même qu'il faut revenir aux fondamentaux de la macroéconomie, de l'économie, et peut-être mettre en avant le premier choc qui va avoir lieu. Je rappelle juste un choc lié tout simplement au fait qu'un certain nombre d'entreprises vont avoir de grosses difficultés. Et deuxième choc, tous les jeunes qui vont avoir beaucoup de mal à s'insérer en septembre-octobre. Je suis ravi que les entreprises changent, mais je voudrais qu'on change aussi avec les jeunes. Enfin, troisième aspect, sur le comportement. Il y a deux aspects qui, en réalité, peuvent être l'objet des modifications qui ont été évoquées, et ce sera une très bonne nouvelle. Le premier aspect, c'est que le télétravail, évidemment, jouera de manière plus forte que précédemment. Et surtout, derrière tout cela, c'est l'idée qu'il y aura plus de flexibilité, mais pas au sens, vous savez, négatif, où en France, on fait flexibilité, c'est un mot horrible, on a l'impression qu'on va, j'allais dire, jouer sur le statut des salariés, mais plus de flexibilité dans les horaires, dans la manière de travailler. C'est ça que je vois, bien au-delà du fait que le télétravail lui-même soit une bénédiction absolue, et puis peut-être dans les hiérarchies, c'est-à-dire qu'au moment où vous instaurez des dispositifs très modernes de numérisation, de partage de l'information, évidemment vous remettez en cause une des caractéristiques du fonctionnement de la société française et de la société française dans son travail, dans les entreprises, c'est-à-dire cette vision très 19e siècle, 20e siècle, pour être gentil, qui est quand même l'idée très hiérarchique de nos organisations, et cela va peut-être changer, et ça, c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Vous voyez, donc je nuance un peu sur l'idée youpla boum, tout va être formidable à partir de demain. Je suis inquiet sur l'emploi et je suis raisonnablement optimiste sur les changements à venir. Et peut-être le plus important pour moi, c'est celui qui touche l'organisation, le fait qu'on associe les gens. On a quand même un dispositif en France qui crée ce climat social si tendu un peu partout. Et je crois que, au fond, cette crise peut peut-être permettre une certaine détente. Et ça signifie une transformation très profonde des rapports à l'intérieur de l'entreprise. Alors, Jérôme Laverny, vous avez entendu ce qu'a dit notre ami Jean-Hervé Lorenzi, c'est-à-dire qu'il a commencé par l'emploi. Et c'est vrai que on sent, et il y a des plans sociaux qui commencent à être organisés, mais on sent qu'après l'été, en septembre, peut-être même en octobre, novembre, en tout cas à l'automne prochain, il va y avoir une avalanche de plans sociaux et des chiffres du chômage qui vont être catastrophiques. C'est vrai que déjà ce qui va changer après le Covid, en dehors de la vie des entreprises, c'est surtout qu'il va y avoir des milliers de personnes, et encore je suis gentil, qui vont se retrouver sans travail. Immanquablement, le chômage partiel qui a été instauré par le gouvernement a permis de cautériser un petit peu la plaie de ce confinement et effectivement cache les conséquences qui réellement risquent de surgir dans quelques jours, dans quelques semaines. Même si moi je veux rester relativement positif. Dans la première partie de cette émission, il a été question du métier de routier. M. Raspien-Jas a rappelé combien il manquait à peu près 40 000 candidats sur ce métier-là, et l'occasion de lui donner la parole a permis de mettre la lumière sur un certain nombre de ces métiers qui, parce que déconsidérés et ignorés pour certains d'entre eux, manquaient cruellement de candidats. Donc, est-ce qu'il va y avoir un effet de vase communicant entre des secteurs, entre des métiers et des autres? La question se pose. On peut rester relativement optimiste, même si à la clé il va y avoir immanquablement des situations tragiques et très difficiles pour un certain nombre de personnes, à la seule et unique condition qu'on puisse les accompagner. Sur les jeunes, de la même façon, il faut saluer la décision récente du gouvernement, pour le coup, qui a décidé d'augmenter les aides
pour l'intégration d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise, en la montant à 5 000 € pour les moins de 18 ans et à 8 000 pour les plus de 18 ans. C'est très intelligemment fait, car en réalité, c'était une très grande tendance parfois de certaines entreprises à privilégier les plus jeunes parce qu'ils étaient moins coûteux. Et ben là, on rétablit un petit peu la balance. Et pour le coup, ça, c'est une très très bonne mesure. Et puis du reste, d'une manière générale, moi, j'aurais tendance aussi à ne pas envisager une appréhension quelconque à l'aune d'un âge, d'une catégorie d'âge. Il va y avoir des situations très diverses, très variées. Et je rappelle encore une fois combien les seniors sont dans de réelles difficultés et la nécessité de l'outil informatique a démontré combien, au-delà de la recherche d'emploi pour laquelle cette utilisation de l'outil informatique est complètement indispensable pour les démarches administratives de la même façon. Et cette population de seniors s'est retrouvée largement handicapée. Alors Jean-Hervé Lorenzi, on parlait avec Jérôme Laverny à l'instant et avec vous en préambule eh bien de milliers d'emplois qui vont être détruits ou de centaines de milliers de personnes qui vont rechercher un emploi, les chiffres du chômage qui vont être catastrophiques en septembre. Mais en tout cas, avec le télétravail, c'est ce qui a changé après la crise sanitaire, c'est l'apparition du télétravail. Mais aussi, on s'est tous rendu compte à quel point le digital était important. Il y a beaucoup de start-up qui vont créer, j'imagine, je sais pas moi par exemple, des logiciels pour pouvoir faire des réunions lorsqu'on est en télétravail. Bon, mais vous imaginez pas, Jean-Hervé Lorenzi, il n'est pas fort possible qu'il y ait aussi des centaines d'emplois, de milliers d'emplois qui se créent dans ces secteurs-là, d'autres secteurs qui pourraient apparaître? Jean-Hervé Lorenzi? Je trouve ça très bien ce que vient de dire Jérôme Laverny, c'est très juste. Évidemment, il a raison de dire ça. Moi, je suis un trop vieux économiste pour ne pas avoir quelques chiffres en tête, donc quel que soit l'enthousiasme et les choses très justes qui viennent d'être dites, j'ai quand même une idée assez précise de la manière dont les choses vont se passer. Vous avez tout à fait raison de dire que les mesures sur l'apprentissage ont été très habilement développées. Juste peut-être, je n'ai pas joué en permanence le rôle celui qui gâche la fête, hein. Mais simplement c'est mon métier d'essayer d'analyser et de calculer à peu près ce qui peut se passer. Il y a quand même 600-700 000 jeunes qui ne sortiront pas de l'apprentissage et qui vont arriver en septembre, et tout le monde voit bien qu'il y a, alors là-dessus je vais vous dire, j'ai des idées aussi, donc on va être positif, aussi positif que le gouvernement, mais le gouvernement va peut-être l'être aussi dans les jours qui viennent, qui vont donc arriver dans des entreprises qui, objectivement, quelle que soit l'amélioration de la situation, seront, j'allais dire, un peu frileuses par rapport à l'embauche. Et même si Saturé 21 nous a donné beaucoup d'espoir, et c'est vraiment bien, mais ça ne va pas totalement le faire, quoi, pour reprendre l'expression de jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette année 2020-2021 qui va arriver sur le marché du travail? Il y a pas mal de solutions qui peuvent être envisagées. La première, qui c'est d'ailleurs un paradoxe exceptionnel, c'est au fond de pousser, pas de pousser, mais d'accélérer des mécanismes de retraite ou de pré-retraite, tout simplement parce que on dirait, il y a au fond, donnant, un jeune arrive. C'est très important quand même l'arrivée de ces jeunes, hein, en septembre-octobre. Donc un jeune arrive et puis on trouve une solution qui de toute façon sera une solution très originale. Ce que le gouvernement est en train de faire pour jusqu'en 2022, c'est d'essayer de maintenir l'emploi, ce qui veut dire que mon regard peut-être un tout petit peu plus pessimiste n'est pas totalement dénué en tout cas de convergence avec celui du gouvernement. C'est normal, on a les mêmes chiffres. Donc, premier aspect, peut-être essayer d'accélérer des départs à la retraite. C'est une solution, c'est pas du tout forcément la bonne solution. La deuxième solution, c'est des aides massives, des incitations massives pour l'embauche de jeunes. C'est pas 500 € de prime de départ, etc. Pas comme ça qu'on fera. C'est vraiment
ce qu'a d'ailleurs fait à juste titre le gouvernement, c'est l'ampleur. On aura dépensé entre 20 et 30 milliards d'euros sur le chômage partiel. C'est les ordres de grandeur qu'il faut avoir. Et c'est pas du tout des trucs homéopathiques qui évidemment marcheront pas. Troisième solution, et ce sera peut-être un mélange des trois qu'il faudra mettre en œuvre, c'est de proposer pour toute une série de formations, qu'elles soient des formations techniques, des formations, enfin toutes les formations imaginables, de proposer 1 an de formation de plus ou moins sous forme, là aussi, d'apprentissage, donc faire un complément par rapport à ce qui a été annoncé il y a 2 jours, et évidemment avec l'équivalent de bourse pour tous les jeunes qui accepteraient auraient été contents de faire ça, ce qui permettrait peut-être d'améliorer la formation d'un certain nombre de jeunes qui sont peut-être éloignés du marché du travail. Et deuxième aspect, qui ne se poserait pas, parce que ça a été quand même envisagé d'allonger la durée d'études, mais si on l'allonge, de l'accompagner d'équivalent de... Oui, parce qu'on le rappelle, il y a quand même, et c'est ce que vous disiez, des centaines de milliers de jeunes qui vont se retrouver sur le marché du travail en septembre. Et pour l'instant, on n'a pas de solution, même si vous avez égrené, Jean-Hervé Lorenzi, quelques solutions que peut-être le gouvernement va appliquer. On va continuer de débattre dans quelques minutes. Le débat qui se poursuit donc avec vous. Vous continuez de voter, évidemment, sur Twitter, Facebook. La crise sanitaire va-t-elle changer la vie des entreprises? On vous attend également au 0826 300 300. À tout. Philippe Rossi. Les vraies voix de l'emploi, dernière partie. Et notre question ce soir, la crise sanitaire va-t-elle changer la vie des entreprises? Un point tient sur vos votes Twitter. 64%, tiens, c'est monté à 66% de nos auditeurs qui répondent oui à notre question et qui croient ou qui espèrent que la crise sanitaire, en tout cas, va changer la vie des entreprises, le fonctionnement, mais va aussi, évidemment, avec ses conséquences, va changer peut-être l'économie autour des entreprises. Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, qui est avec nous, et puis l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Tiens, Jean-Hervé Lorenzi, un petit mot, puisqu'il faut noter ces dates, si vous nous écoutez et que vous habitez l'Île-de-France, peut-être que vous comptez venir en Île-de-France début juillet. Les 3, 4 et 5 juillet, ce sont les rencontres économiques d'Aix-en-Seine, donc organisées par le Cercle des économistes. Alors Jean-Hervé Lorenzi, d'habitude, ces rencontres se déroulaient à Aix-en-Provence, c'est bien ça? Aix-en-Seine, oui. C'est à cause du Covid, évidemment, que vous avez déménagé, vous restez en Île-de-France les 3, 4 et 5 juillet. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces rencontres économiques, expliquez-nous ce que c'est concrètement ces 3 jours. Qu'est-ce qui va se passer durant ces 3 jours? Je pense qu'il va y avoir le lancement, je pèse mes mots, du débat auquel les Français ont droit, c'est-à-dire on leur dit du matin jusqu'au soir qu'il y a le jour d'avant, le jour d'après, le monde, que les entreprises ont changé. Tout ça, moi, j'y crois. J'y crois à condition que ce ne soit pas quelque chose qui nous vienne d'en haut, qui soit imposé aux uns, parce que ça ne marche pas dans notre pays. Nous sommes un pays très, pas du tout indiscipliné, mais très mutin. Et donc, l'idée qu'on dise voilà ce qui va se passer est une idée qui ne marchera pas. En revanche, ces 3, 4, 5, nous aurons en fait, pour vous donner juste un exemple, les 5 patrons des 5 grandes centrales syndicales. Nous aurons une 40aine d'économistes. Nous auront le président du Conseil européen. Nous aurons des patrons. Nous aurons des personnalités, des intellectuels. Et tout ça va discuter autour d'une 50aine de sessions, donc après tous les sujets, y compris celui que vous évoquez à très juste titre, c'est-à-dire ce thème de l'évolution de l'entreprise. Nous allons débattre de tout. Prenez l'exemple de ce que vous avez dit. Oui, au changement d'entreprise, si on met au fond plus de partage de pouvoir dans l'entreprise, j'insiste sur le mot partage de pouvoir, ça signifie que les gens sont plus au courant de ce qui va se passer. On est toujours en train d'expliquer que les salariés se comportent pas bien, mais simplement on les met toujours devant le fait accompli. Donc c'est sûr qu'ils ont du mal à avaler le fait qu'on leur explique qu'on va fermer une entreprise. En revanche, on s'aperçoit quand les débats sont bien menés, au fond, bien des gens sont capables de comprendre les intérêts de l'entreprise et sa survie et son développement. Et donc c'est ça ce qu'on va discuter pendant 3 jours. Comme vous le savez, on va le faire par streaming. Donc, il y aura des personnes physiques.
toutes les personnes qui sont à l'étranger seront en visioconférence. Et autour de ça, ces 50 sessions dont on va beaucoup parler dans les jours et semaines qui viennent, autour de ça, on va se déployer pour pouvoir qu'il y ait des conclusions, et que ces conclusions soient apportées au fond à nos dirigeants pour leur dire: vous avez des idées, mais nous aussi on en a, et c'est pas forcément inutile que vous écoutiez ce qu'on a envie d'entendre. Le thème, c'est agir face au dérèglement du monde, on va s'en sortir. Voilà les 3, 4 et 5 juillet, les rencontres économiques d'Aix-en-Seine. Et tout ça sera évidemment gratuit, tout ça c'est sur du stripping, c'est-à-dire qu'il suffit de se mettre sur son iPad et youp boum, en 2 secondes, on peut avoir toutes les sessions, tous les débats. Il y aura énormément de personnalités extrêmement diverses. Il y aura si on parle 2 secondes de politique, des gens qui couvriront tout le champ politique français, sauf l'extrême droite. Et donc il y aura tout ceci, et au fond, de tout ça devrait sortir des idées, donc des propositions, donc des suggestions pour nos dirigeants. Alors, est-ce que ces suggestions vont être entendues, écoutées, prises en compte? À chaque fois, j'imagine que vous organisez les rencontres économiques. Alors, d'Aix-en-Provence, j'imagine qu'à chaque fois, vous sortez des propositions, parfois des solutions. Est-ce que c'est écouté vraiment, Jean-Hervé Lorenzi, ou est-ce que ce sont c'est de l'encre qui reste sur des feuilles de papier entassées sur un bureau d'un ministre? Non. Ça a été, je vais vous dire, pour être particulièrement rigoureux, à 75%, ça reste ce que vous venez d'évoquer, qui me rend d'ailleurs très triste. Mais c'est normal, c'est la vie. Mais il se trouve que la diversité, la qualité des intervenants, un tiers de chefs d'entreprise, un tiers de représentants des institutions, les gouverneurs de banque centrale, un tiers d'universitaires, ça a été à 25% écouté. Et là, on était d'une certaine manière un peu entre nous, parce qu'il y avait 5000 personnes qui assistaient, il y avait 20 000 personnes qui suivaient ça par les moyens numériques. Là, j'espère que c'est par centaines de milliers, que les gens ils auront le droit d'intervenir, de poser toutes les questions, de faire leurs suggestions. Si on n'arrive pas à faire ça, je vais vous dire, je serai triste. Mais on va y arriver. Bon, les 3 et 4 et 5 juillet, vous notez les rencontres économiques d'Aix-en-Seine organisées par le Cercle des économistes que vous représentez, Jean-Hervé Lorenzi, puisque vous êtes président du Cercle des économistes. Revenons un petit peu à notre débat. La crise sanitaire va-t-elle changer la vie des entreprises? Et puisque l'émission touche bientôt à sa fin, je vous propose de conclure. Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Finalement, il y a une grande attente de ce monde d'après. Là, on est dans l'emploi, donc on parle des entreprises. Et si Jérôme Laverny, finalement, en septembre, octobre, avec la crise économique et le chômage qui pointe le bout de son nez, et si finalement rien ne changeait? Il ne faut surtout pas, en tout cas, exclure de cette considération sur les entreprises la plus grande entreprise de France, c'est-à-dire l'État. Et espérons donc qu'il ressorte de cette crise et des débats que va animer M. Lorenzi, un changement peut-être de méthodologie, de logiciel. Non plus simplement cette méthodologie ancestrale qui a consisté à fonctionner de 2 façons, soit par système de vase communicant, j'enlève là, je mets là, à injecter de l'argent ou à en retirer, mais plutôt que l'État aussi mouille le maillot, non pas seulement d'un point de vue financier, mais en jouant un véritable rôle d'interface active entre des grandes et des petites entreprises, dans la considération des unes et des autres, d'interface active entre les différentes régions qui ne travaillent pas suffisamment entre elles, et notamment sur le registre du télétravail dont on a parlé, et puis d'interface active pour impulser, non pas simplement imposer aux unes et aux autres de la même façon, par exemple, des mêmes règles sur le registre du télétravail, mais impulser un véritable esprit, parce qu'on y a vu officiellement se déployer tout un tas de choses, et officieusement se pratiquer d'autres choses. Je n'aurais pas l'indélicatesse de citer un grand groupe international, mais dont le DRH Group a rameuté ses troupes, en disant la fête est finie, allez hop, plus de télétravail, allons bien
à rebours de ce qui était dit précisément dans la presse et de ce que cette même entreprise disait officiellement. Donc voilà, rêvons donc que parmi toutes les entreprises, la plus grande entreprise de France recouvrons son rôle de véritable chef d'orchestre et d'interface active. Merci à vous. On va faire un point pour finir sur notre sondage Twitter. Voilà la question que l'on vous posait sur le compte Twitter et le compte Facebook de Sud Radio. La crise sanitaire va-t-elle changer la vie des entreprises? Eh bien, vous avez voté, vous avez été nombreux à voter et cette réponse est oui. Vous voyez, Jérôme Laverny, 65% de nos auditeurs qui répondent oui à la question, des auditeurs qui sûrement espèrent, d'autres qui y croient, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aimerais remercier Jean-Hervé Lorenzi, économiste, président du Cercle des économistes qui était avec nous et vous rappeler ces 3 dates, les 3, 4 et 5 juillet, ce sont les rencontres économiques d'Aix-en-Seine organisées par le Cercle des économistes. Agir face au dérèglement du monde, c'est le thème. Beaucoup de personnalités dont Bruno Le Maire, Christine Lagarde, Laurent Berger, Jacques Attali et bien d'autres. Merci à vous. Dans un instant, le Loft Music avec Yvan Cugius. Voilà, vous savez pourquoi? Quel est mon leitmotiv le matin? C'est d'attendre 19h56 pour écouter les petites notes de piano de notre ami Yvan Cugius. Ben oui, il en faut Salut peu. Mon Fifi aussi. Ça va, Yvan? En fait, c'est pour. Oui, très bien, mon Philippe. C'est pour que vous deviniez de qui il s'agit. Oh, je suis mauvais, pourtant je suis bon en blind test, mais là. Ce matin, un Rossi. Ah oui, c'est Chantal. Un chasseur. Chantal Goya. Oui, c'est Chantal. Oui. C'est Chantal qui sera là. Et en plus, elle fête demain son anniversaire. Donc, on va lui fêter un petit peu avant ce soir. Et on aura aussi Jean-François Zigel. Vous savez, c'est le concertiste qui donne accès à la musique classique à une majorité de gens et qui fait des petites émissions, des grandes émissions d'ailleurs, la boîte à musique notamment. Et il sera aussi avec nous en deuxième partie de l'émission. On va encore se régaler. Hein, c'est super, Fifi. Très bien. Chantal Goya qui arrive dans quelques instants. Yvan Cugius qui présente au piano et vous évidemment 0826 300 300. Bonne émission Yvan.